Vous écoutez Boostez-vous, le podcast dédié au coaching mindset au féminin. Bienvenue par ici pour l'épisode 8 du podcast 10 façons de se reposer au quotidien. Je suis hyper contente de vous retrouver pour ce 8e épisode de podcast déjà. Et si vous écoutez ce podcast pour la première fois, ravie de vous accueillir par ici. Je m'appelle Camille, je suis entrepreneur, coach certifié et maman de 2 enfants. J'accompagne principalement les femmes actives, les mères actives, qui veulent se construire une carrière ou un business tout en faisant de leur vie personnelle et de leur vie de famille leur priorité. Pour les femmes qui veulent poursuivre leurs rêves, leurs ambitions, celles qui veulent s'engager dans un métier qui leur tient à cœur, tout en ayant du temps pour elles-mêmes et pour leur famille. Je les aide à se sentir moins pressées, moins stressées, moins débordées, et au contraire, je les aide à se sentir plus sereines, plus légères, plus épanouies, plus intentionnelles dans l'utilisation qu'elles vont avoir de leur temps, de leur énergie. Je les aide à prendre soin de leur santé mentale, de leur santé émotionnelle, pour qu'elles puissent se débarrasser de cette impression d'être parfois emportées, ballottées par le flot des événements et du quotidien, voire cette impression d'être carrément spectatrices de leur propre vie. Je les aide à reprendre le contrôle, à retrouver cette impression de vivre pleinement leur vie en étant aux commandes. Je suis ravie de vous partager cet épisode d'aujourd'hui qui est le second d'une série de 2 épisodes sur la thématique du repos. Un sujet qui est justement hyper important quand on veut se construire une vie qui a du sens, une vie qui nous paraît alignée avec nos objectifs et notre vision et nos valeurs. Si vous écoutez ces épisodes au moment de leur sortie, on est en plein été. Le premier épisode est sorti fin juillet, celui-ci sortira début août. Donc la thématique du repos, des vacances, etc. c'est d'actualité. Et l'objectif de ces 2 épisodes est double. D'abord, c'est de vous donner des outils et des conseils pour vous reposer vraiment pendant vos vacances, si vous êtes en vacances. Le deuxième objectif, c'est aussi de vous donner des clés pour vous reposer en dehors des vacances et d'intégrer le repos à votre quotidien. C'est-à-dire sortir de cette idée que le repos est réservé aux week-ends et aux vacances, mais plutôt essayer de voir comment on peut en faire un élément de notre quotidien, un élément qui est essentiel à notre bien-être et à notre équilibre. Je vais donc vous partager 10 façons de se reposer au quotidien. Mais avant de vous donner mes astuces pour vous aider à faire de la place pour le repos, le vrai repos, intentionnel dans votre vie et en vacances, je voudrais d'abord faire un point avec vous sur la fatigue et sur les différents types de fatigue qu'on peut rencontrer au quotidien. Parce que connaître et reconnaître les différents types de fatigue auxquels on peut être exposé, auxquels on peut être soumis, ça nous permet de mieux les identifier et donc de mieux identifier les différents types de repos dont on peut avoir besoin et qu'on va pouvoir se proposer de mettre en place en fonction des fatigues qu'on va ressentir. La première fatigue, c'est la fatigue physique. Celle-là, c'est la première à laquelle on pense en général. Et pour la combler, c'est le sommeil. Un bon sommeil, un sommeil réparateur, ça dépend surtout de la qualité du sommeil plus que de la durée du sommeil. C'est-à-dire que d'un point de vue physiologique, c'est le sommeil lent et profond qui est le plus réparateur, physiquement et émotionnellement. Mais le sommeil résulte d'un mécanisme physiologique qui est au final assez complexe, et pour atteindre cette phase de sommeil profond, c'est important de se mettre dans des bonnes conditions pour arriver à cette qualité de sommeil-là. Et donc il y a tout un tas de conseils, de règles, entre guillemets, qu'on peut tester, expérimenter, pour voir si elles ont effectivement un effet sur nous. Par exemple, se coucher à des horaires réguliers, éviter les boissons un peu excitantes le soir, éviter les écrans le soir, faire attention à son alimentation, surtout le soir, soigner son environnement de sommeil, sa chambre, etc. L'idée, c'est de trouver des techniques qui nous correspondent à nous, qui fonctionnent pour nous, pour atteindre cette phase de sommeil profond. Et sur ce sujet, je vous conseille le livre La formule du sommeil de Morgan Aldo, qui est très complet sur la physiologie du sommeil et qui donne un tas de conseils concrets pour retrouver un sommeil de qualité. Et je vous mettrai le lien en description de cet épisode si c'est une lecture qui peut vous intéresser. La deuxième fatigue, c'est la fatigue sensorielle. L'utilisation de nos sens, donc la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher et le goût, ça demande des ressources au niveau de notre cerveau. Toutes ces stimulations sensorielles permanentes peuvent créer une sorte de surcharge au niveau du cerveau, une surcharge cognitive, une surcharge sensorielle, qui peut être une grosse source de fatigue. Et toute cette fatigue sensorielle peut avoir des effets sur le long terme, puisqu'elle va avoir un effet sur le système nerveux parasympathique. Le système nerveux parasympathique, c'est justement la partie du système nerveux qui a pour fonction de faire ralentir les fonctions de l'organisme. C'est lui qui gère le repos, la relaxation, et c'est aussi ce système nerveux parasympathique qui gère le système immunitaire et le système cardiovasculaire. Donc c'est pour ça que c'est hyper important pour notre bien-être émotionnel, mental et aussi physique de veiller à ce que notre système parasympathique puisse fonctionner correctement et donc se reposer. D'ailleurs, je donne généralement à mes clientes des outils pour leur permettre justement d'apaiser leur système nerveux, pour leur permettre d'activer leur système parasympathique
qui est le système nerveux du repos. Je vous recommande sur ce sujet une lecture qui s'appelle « Activez votre nerf vague » de Navaz Habib. Je vous mettrai le lien en description de cet épisode de podcast si ce sujet vous intéresse. La troisième fatigue, c'est la fatigue émotionnelle. Les émotions, on en ressent toute la journée, tout au long de la journée, et elles sont pas sans conséquence sur notre niveau de fatigue. Certaines émotions vont être très énergivores, surtout quand on ne sait pas vraiment comment les gérer. Nos émotions vont provoquer des réactions physiologiques, des réactions chimiques dans notre corps qui vont nous demander beaucoup d'énergie, parce qu'en fait, on a besoin de les évacuer. La gestion et l'évacuation des émotions va nous demander beaucoup d'énergie. Un exemple personnel, je passe mes mercredis avec mes enfants. Et la journée du mercredi est beaucoup plus fatigante que les autres journées de la semaine parce qu'il y a beaucoup plus de fatigue émotionnelle. Passer du temps avec mes enfants, ça me demande de les aider à gérer leurs émotions, donc ça me demande à moi de gérer les miennes. Et quand je suis avec mes enfants, je ressens beaucoup plus d'émotions, je suis beaucoup plus challengée émotionnellement que quand je passe ma journée derrière mon ordinateur avec d'autres adultes qui savent gérer leurs propres émotions la plupart du temps. Et le mercredi, j'ai aussi une fatigue sensorielle qui est plus marquée puisqu'il y a plus de bruit, plus de stimuli sensoriels et je suis beaucoup plus sollicitée que quand je travaille derrière mon ordinateur. Et enfin, quatrième type de fatigue, c'est la fatigue sociale. On ne s'en aperçoit pas forcément, mais les interactions sociales sont fatigantes. Avec certaines personnes, on peut ne pas se sentir complètement à l'aise, par exemple avec des clients, des collègues, avec certains amis ou même avec la famille parfois. Et selon les gens avec qui on va être, on va avoir tendance à adopter ce qu'on appelle une posture sociale. On va donc être hyper attentif à notre comportement, on va faire attention à ce qu'on dit, à la façon dont on le dit, à ce qu'on fait, comment on se comporte, etc. On va être aussi très attentif à percevoir ce qui se passe chez nos interlocuteurs. Au-delà de simplement s'intéresser à ce qu'ils disent, on va aussi avoir une partie de notre attention qui va être focalisée sur leur langage corporel et sur notre propre langage corporel en miroir. Parce qu'en fait, en tant qu'être humain, c'est notre façon d'interagir. Il n'y a pas que le langage parlé, il y a aussi tout le langage corporel. Au niveau de ce qui se passe dans notre cerveau, ces interactions avec d'autres êtres humains sont complexes d'un point de vue cognitif. Et cette fatigue sociale, elle est particulièrement présente chez les personnes qui sont de nature introvertie. Moi, je suis d'une nature introvertie et pour recharger mes batteries, pour me reposer, je sais que j'ai besoin de temps seul, j'ai besoin de temps pour moi, j'ai besoin de temps sans interaction sociale. Ok, donc on a posé le contexte des 4 types de fatigue, fatigue physique, fatigue sensorielle, émotionnelle et sociale. C'est parti maintenant, je vais vous donner 10 façons de se reposer au quotidien pour vous permettre de faire de la place au repos dans vos semaines. La première façon de faire de la place pour le repos, elle est toute simple. Ça commence juste par vous donner la permission de vous reposer. On a souvent tout un tas de pensées toxiques sur le repos, sur notre vision du repos, et c'était d'ailleurs le sujet de l'épisode de la semaine dernière, donc si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite à l'écouter. Mais en gros, on a souvent tendance à penser que le repos, c'est une récompense quand on a été très productif, quand on a bien rempli nos journées, ou alors que le repos, ça se mérite, que le repos, c'est de la paresse. Et donc, la première étape, si on veut vraiment faire de la place au repos dans notre vie, c'est une étape de changement d'état d'esprit, d'aller changer notre mindset, comme on appelle ça en anglais, et de changer notre regard sur tout ce qu'on croit à propos du temps qu'on va dédier au repos et du temps qu'on va dédier à la productivité et de tout ce qui compte au final pour nous dans la façon dont nos journées se déroulent. Donc peut-être que la première étape pour vous, c'est justement cette étape de changer vos croyances à propos du repos, de changer votre regard sur le repos et de changer aussi la façon dont vous considérez la valeur du repos, avant de pouvoir vous accorder du vrai temps de repos. Et parfois, on a besoin d'aide pour cette première étape sur le changement de référentiel, le changement de croyance. On en a parlé dans le tout premier épisode du podcast où je vous ai expliqué le processus en fait que j'appelle le ménage de méninge. Parfois, on a envie de faire des changements significatifs dans nos vies. On a besoin d'aide pour la mise en place de ces changements. C'est très courant de se retrouver coincé dans cette espèce d'état d'esprit où on voit l'intérêt de quelque chose, on voit la valeur du repos, on voit la valeur du fait de ralentir et d'être plus intentionnel dans le fait de prendre du temps pour le repos et dans nos journées, dans nos quotidiens. Mais en même temps, on n'est pas vraiment sûr de savoir comment faire, comment commencer, comment passer à l'action ou de comment rendre ça possible. On est encore un peu coincé dans nos schémas de pensée d'avant, alors qu'on a envie de prendre du repos. Le risque, quand on est dans cet entre-deux, c'est de se retrouver dans une sorte de culpabilité. Parce qu'on va continuer à penser à toutes les choses qu'on n'a pas faites, de notre to-do list infernale. Donc vraiment, la première chose à faire, si on veut
croire profondément dans la valeur et dans le but du repos, c'est changer son état d'esprit sur le repos et de construire la croyance que le repos, c'est pas quelque chose d'accessoire, c'est pas quelque chose de superflu ou de superficiel, et de vraiment se convaincre qu'en tant qu'être humain, on est fait pour le repos, et que c'est le repos qui nous permet d'être fonctionnel. Évidemment, le but de nos journées, c'est aussi de passer à l'action, c'est aussi d'être dans la création, l'inventivité, etc. Mais on peut aussi faire la part belle au repos dans nos journées, dans notre quotidien, dans notre réalité quotidienne, ce qui va venir renforcer au final notre productivité, notre capacité à passer à l'action. Donc ça, c'est vraiment la première étape pour faire de la place pour le repos. Pour en faire une habitude et une façon de vivre, c'est de se donner la permission de se reposer. La deuxième façon de faire de la place pour le repos, c'est de planifier votre repos avant tout le reste. Celle-ci, elle peut paraître un peu à contre-courant parce qu'on vit dans un monde où on a plutôt tendance à garder le repos pour après tout le reste. On a tendance à se dire qu'on se reposera quand on aura tout fait, quand on le méritera. Et une des choses que j'ai apprises sur le repos, que je trouve fondamentale et que j'aide mes clientes à mettre en place, c'est de procéder dans le sens contraire. C'est-à-dire que quand on va planifier nos semaines, nos journées, l'idée c'est de prendre le temps de planifier en premier le repos. Alors le repos, ça comprend le temps de sommeil, mais ça comprend aussi toutes les activités qui comptent le plus pour vous. Les moments en famille, les moments où vous êtes seul, ou des moments où vous travaillez sur un projet qui vous tient à cœur, parce qu'il y a aussi cette idée, on en reparlera juste après, que parfois le travail, selon le type d'activité dans notre travail, peut être une activité reposante. Par exemple, moi je ne travaille pas le mercredi, parce que ce qui compte pour moi, ce qui me ressource, c'est de passer du temps avec mes enfants. Donc quand je planifie ma semaine, je commence par bloquer le mercredi comme étant un jour non travaillé, et je planifie le reste de ma semaine autour de ça. Et ensuite, je planifie mes moments de repos, que je dispatche un peu partout dans la semaine, et je planifie ma semaine autour de ça, plutôt que de me dire, si j'ai le temps, je ferai telle ou telle activité. Parce qu'en fait, si on ne pose pas l'intention, si on ne crée pas de la place pour le repos, si on ne lui fait pas de la place dans nos journées à l'avance, en fait, ça n'arrivera probablement pas. Parce que, on en a parlé d'ailleurs la semaine dernière, le repos, c'est pas quelque chose qui nous tombe dessus par hasard. Troisième façon d'intégrer le repos à nos journées, c'est de commencer nos journées par les activités qui nous reposent. La façon dont on démarre nos journées a énormément d'influence sur le déroulement du reste de la journée. Sur notre état d'esprit, sur la qualité de nos pensées, sur nos émotions, sur nos comportements et donc sur la façon dont on va agir et se comporter tout au long de la journée. Ce concept de commencer la journée par le repos, c'est un peu ce qui se fait quand on pratique le Miracle Morning. Alors, quand je dis commencer la journée par le repos, je veux dire par là commencer la journée par des activités qui nous reposent dans le sens où elles nous donnent l'impression d'être vivants. Ça, c'est la définition du repos comme je vous l'ai expliqué dans l'épisode de la semaine dernière. Je vous invite à aller l'écouter si vous ne l'avez pas fait pour bien comprendre de quoi on parle ici. Donc quand on pratique le Miracle Morning, par exemple, ça consiste à se lever plus tôt et à faire tout un tas d'activités avant de commencer sa journée. Dans le Miracle Morning, il y a de la lecture, de l'écriture, de la méditation, de la visualisation, de l'exercice physique et des affirmations positives. C'est très bien, par exemple, vous êtes quelqu'un du matin, vous aimez vous lever tôt, alors vous allez mettre votre réveil un petit peu plus tôt le matin, ce qui veut dire vous coucher peut-être un peu plus tôt le soir pour préserver votre temps de sommeil, parce que c'est ce qu'on a vu juste avant. L'idée, c'est aussi de préserver et de planifier votre temps de sommeil. Donc commencer sa journée par un rituel qui va nous permettre de nous reposer, qui va nous permettre de recharger nos batteries, qui va nous permettre de nous ressourcer sur les autres niveaux de la fatigue que la fatigue physique. Alors le Miracle Morning, c'est très bien, mais ça demande de se lever plus tôt le matin, et selon votre chronotype ou votre configuration familiale par exemple, ça peut ne pas être l'idéal pour vous. Moi par exemple, j'ai testé le Miracle Morning alors que j'étais en plein postpartum avec un bébé qui faisait pas ses nuits et franchement, c'était pas vraiment une bonne idée pour moi en fonction de mon chronotype et de la situation dans laquelle j'étais à ce moment-là de ma vie. Du coup, moi ce que je fais, ce temps de repos que je prends intentionnellement pour moi, au lieu de le prendre le matin au réveil, je le prends le matin avant de commencer ma journée de travail. Une fois que les enfants sont partis à l'école, que la maison est rangée, que je suis prête à me mettre au travail, je me prends du temps pour moi, ça peut être 15, 20, 30 minutes en fonction du temps que j'ai envie d'y accorder. Première chose que je fais le matin, c'est ma routine repos. Et ce temps-là, peut être consacré à ce qui me recharge, à ce qui me fait envie, ce qui me fait du bien. Ça peut être de la méditation, du sport, de l'écriture, de la lecture. Peut-être que ça peut être juste boire un café dans le silence. Ça peut être sortir de chez moi, aller marcher un petit peu. L'idée, c'est vraiment de prendre ce temps de pause, un moment qui contraste avec tout le reste de la journée, qui va être en comparaison bruyant, bien rempli, bien occupé, etc. Donc peut-être si aujourd'hui vous n'avez pas de moments comme ça dans votre vie, de moments un peu
hors du temps, essayez de regarder votre emploi du temps et de vous dire à quel moment est-ce que je pourrais caler ça, me lever un petit peu plus tôt le matin, prendre ce temps-là en arrivant au travail, prendre ce temps-là avant de commencer ma journée de travail, avant que les enfants partent à l'école. Enfin, voilà, essayez de trouver dans votre emploi du temps à quel moment vous pouvez mettre ces quelques minutes de temps pour vous. Et si vous avez déjà une routine installée au démarrage de votre journée, vous pouvez aussi vous poser la question de savoir est-ce que vous utilisez vraiment ce temps à son plein potentiel? Est-ce que vous commencez vraiment votre journée avec une pause intentionnelle ou au contraire vous commencez tout de suite votre journée dans la précipitation? Dès l'instant où vous sortez du lit, est-ce que vous êtes en mode to-do list, je regarde ce que j'ai à faire et je passe à l'action, je me mets tout de suite à faire ce que j'ai à faire? Ou est-ce qu'au contraire vous profitez de ces premiers moments de la journée pour vous posez la question de comment vous pourriez utiliser ce temps-là pour faire de la place pour le repos dans vos journées et dans vos semaines? Quatrième façon de faire de la place pour le repos, c'est de sortir de chez soi. Sortir de chez soi, c'est une façon de renouer avec le monde extérieur, de profiter du soleil, du grand air, de faire le plein de vitamine D. Et le fait de sortir, ça va éliminer certaines tensions liées aux distractions et sollicitations quotidiennes qu'on peut avoir en permanence, donc fatigue sensorielle dont on parlait tout à l'heure. Donc si vous avez la chance d'avoir accès à la nature près de chez vous, ce contact avec la nature a tendance à favoriser un sentiment de paix intérieure. Mais sortir, ça ne veut pas dire que vous devez planifier une randonnée en pleine nature ou aller absolument dans un parc où il y a des arbres. Parfois, juste le simple fait de sortir, d'être dans la rue et de passer 10 minutes dehors, ça peut vraiment nous redonner de l'énergie, nous régénérer de façon impressionnante et significative. Cinquième façon de faire de la place pour le repos, c'est de faire de la place pour le fun. Et ça, c'est une question que j'aime beaucoup me poser quand je démarre une activité personnelle ou professionnelle. J'aime bien me demander comment est-ce que je peux rendre ça amusant. Comment est-ce que je peux faire de la place au fun, au plaisir, à la joie dans cette activité? Ça peut être par exemple cuisiner le repas en musique avec les enfants, ou mettre la musique à fond pendant que je range, pendant que je fais ma lessive ou j'étends mon linge. Ou ça peut être écouter un podcast pendant que je suis coincée dans les bouchons, et même au travail. L'idée, c'est d'essayer de changer notre regard sur le travail pour que le travail soit une source de fun, d'amusement et de repos, dans le sens où c'est une activité qui me remplit, qui me fait me sentir vivante. Et quelle que soit la tâche qu'on a à faire au travail, on peut toujours se donner l'opportunité de la rendre plus amusante. D'ailleurs, la gamification est très à la mode en ce moment, surtout dans le milieu du business en ligne. Donc pourquoi pas essayer d'inclure le jeu au travail? Et parfois, il suffit juste de se poser la question comment est-ce que je peux rendre ça plus amusant, plus fun, et ensuite laisser parler sa créativité. Si la tâche en question, c'est une tâche qui a un enjeu pour nous, par exemple contacter un client, prendre la parole en réunion, faire une offre à un prospect. Bref, si c'est une tâche qui est émotionnellement challengeante, on peut justement essayer de faire de la place pour l'amusement. Je vous avais déjà parlé de l'importance du plaisir dans l'acquisition des compétences dans l'épisode 5 du podcast, et du coup c'est un concept sur lequel on va revenir aujourd'hui. Quand on est dans la recherche du plaisir, que ce soit le plaisir intellectuel, physique, sensoriel, vis-à-vis d'une activité, la notion de plaisir va nous permettre de relativiser et d'être beaucoup plus relâché vis-à-vis de l'échec. Quand on est dans un état d'esprit d'amusement, de plaisir, de jeu, de créativité, on va avoir beaucoup moins peur du résultat de notre action et on aura beaucoup moins peur de l'aléa et de l'incertitude qui accompagnent toujours en fait le passage à l'action. En faisant de la place au jeu et à l'amusement, on va changer de regard sur l'échec et notre expérience émotionnelle en sera beaucoup plus douce. On pourra se dire si je me trompe, c'est pas grave, au moins je me serai amusée. Et au contraire, si la tâche qu'on doit faire est répétitive ou sans enjeu majeur, on peut essayer de retrouver notre âme d'enfant et essayer d'y voir du jeu, de l'amusement. On peut mettre un chronomètre par exemple, et en essayant de s'améliorer sur le temps passé sur la tâche. Je me souviens quand j'étais petite, je jouais à la marchande, et en grandissant avec mes sœurs, on a poussé le concept un peu plus loin. C'est-à-dire qu'on se faisait une vraie comptabilité. Mon papa nous avait appris à faire des tableaux sur Excel et on s'éclatait à remplir des tableaux Excel quand on jouait à la marchande. On mettait des couleurs, on se faisait un truc joli et ça nous éclatait de faire des formules avec des cases qui se remplissaient toutes seules. Pour nos yeux d'enfants et de pré-ados, c'était hyper amusant en fait. Pourtant, aujourd'hui dans ma vie d'adulte, la compta, j'ai jamais trouvé ça hyper sexy. Sauf que comme je suis entrepreneur, c'est un passage obligé. Je suis obligée de faire ma compta. Donc j'essaie de remettre du fun dans cette activité, j'essaie de retrouver cette étincelle de l'amusement de l'enfance. En fait, entre remplir des tableaux Excel aujourd'hui pour mon entreprise ou remplir des tableaux Excel quand j'avais 12 ans pour jouer avec mes sœurs, en fait, c'est exactement la même chose. La seule différence, ce sont mes pensées. C'est l'histoire que je me raconte autour du fait de remplir des chiffres dans un tableur. C'est tout. La seule différence, elle est dans ma tête. Donc une fois que ce constat est fait, qu'est-ce qui nous empêche d'essayer de réenchanter nos quotidiens en changeant notre façon de le penser, ce quotidien? En essayant de faire de la place pour le jeu, pour la curiosité, pour la découverte, pour l'amusement et l'émerveillement dans nos vies quotidiennes, aussi bien à la maison qu'au travail.
Sixième façon de faire de la place pour le repos, c'est débrancher et déconnecter de la technologie. Combien de minutes, d'heures par jour passez-vous aujourd'hui sur vos écrans, quelle que soit la façon dont vous consommez des écrans? On ne se rend pas compte à quel point les technologies nous fatiguent, à quel point on est distrait, sollicité en permanence par tous nos appareils. Et tout ça, en fait, on s'en rend pas compte tant qu'on n'a pas testé et essayé la déconnexion. Alors la déconnexion, la digital detox, comme on l'appelle parfois, vous pouvez la tester si vous êtes en vacances. Ça peut ressembler par exemple à vous dire pendant un jour, 2 jours, 1 semaine, 3 semaines, je déconnecte, je débranche mon téléphone. Et si c'est au quotidien, dans le cadre de la vie quotidienne, ça peut être par exemple de décider de ne pas autoriser le téléphone portable dans sa chambre, donc de ne pas le regarder le soir en se couchant, ni le matin en se réveillant. Ou ça peut être de se dire, ok, le soir, je consacre tant de minutes, d'heures à mes enfants, par exemple, et pendant ce temps-là, je ne consulte pas mon téléphone. Alors je sais qu'il y a beaucoup de résistance sur cette notion-là, parce qu'on se dit, oui, mais si j'ai un appel important et que je le manque parce que j'ai déconnecté mon téléphone, s'il y a une urgence, si ceci, si cela. Personnellement, moi, ce que j'aime bien faire, quand j'ai envie d'avoir un moment rien qu'à moi ou rien qu'avec mes enfants, ou je fais ça aussi au travail quand j'ai envie d'avoir un moment de concentration et de focus sans distraction, c'est que j'utilise une application sur mon téléphone qui bloque toutes les applications, sauf les messages et les appels. Donc comme ça, s'il y a une urgence, je suis tenue au courant. Je ne suis pas distraite par des notifications, ni tentée d'aller scroller sur Instagram, par exemple. Parce que vraiment, la sollicitation et l'attraction permanente de nos écrans, de nos téléphones, ça nous épuise. C'est de la fatigue sensorielle dont on parlait en début d'épisode, parce qu'on a tout un tas de stimuli auditif et visuel, mais il y a aussi de la fatigue émotionnelle, parce que regarder les news sur notre téléphone, ou regarder la vie des autres, ou regarder les contenus sur les réseaux sociaux, ça va nous créer des émotions. Et ça va être des émotions qu'on va gérer seul, parce que généralement, quand on est derrière un écran de téléphone, en fait, on va se prendre toutes les émotions tout seul, de plein fouet, et on va avoir une grosse fatigue émotionnelle du fait de consulter nos téléphones en permanence. Un autre conseil, ça pourrait être, par exemple, ne prenez pas votre téléphone aux toilettes. Et aux toilettes, d'ailleurs, ne faites rien d'autre que ce que vous êtes censé faire aux toilettes. Et parce que du temps pour le rien, on en reparlera, c'est justement le 10e conseil, la 10e façon de se reposer au quotidien. 7e façon de faire de la place au repos au quotidien, c'est de faire de la place dans votre vie pour la méditation, ou la respiration, ou la prière si vous êtes quelqu'un de croyant et de pratiquant. Mais voilà, essayez de faire de la place dans vos journées pour ces moments-là, ces moments de conversation avec soi-même ou avec Dieu si vous êtes croyant. Donc peut-être posez-vous la question de vous dire comment est-ce que je peux inclure des moments de conversation avec moi-même, via la respiration, via la méditation, via la prière. Comment est-ce que je peux les inclure dans ma journée? Le matin au réveil, le soir au coucher, avant de commencer ma journée de travail ou avant de rentrer à la maison pour retrouver ma famille et mes enfants. Si vous n'êtes pas particulièrement religieux ou si vous n'êtes pas hyper branché par la méditation, ça vous attire pas forcément. Vous pouvez juste prendre le temps de respirer vraiment, inspirer et expirer par le nez. Vous n'êtes pas obligé de faire ça pendant 10 minutes, vous pouvez juste faire ça pendant 2, 3, 4 minutes en fonction du temps dont vous disposez. Prendre un moment pour être présent à soi-même dans le moment présent, être présent à son corps, être présent avec sa respiration, son esprit. En termes physiologiques, ces moments de respiration, de méditation ou de prière, ça va nous permettre d'apaiser notre système nerveux et d'activer le système nerveux parasympathique dont on a parlé en début d'épisode. Donc ce temps entre soi et soi-même, quelle que soit la forme que vous avez envie de lui donner, peu importe, mais vraiment essayez-le. Moi j'aime beaucoup la cohérence cardiaque par exemple, et j'utilise pour ça une application qui s'appelle Petit Bambou, qui a une version gratuite qui permet de faire des exercices de respiration et de cohérence cardiaque. Et par exemple, je fais ça systématiquement avant toutes mes séances de coaching. Je prends quelques minutes de reconnexion à moi-même pour pouvoir être reposée et pour pouvoir être vraiment dans le moment présent pendant la séance de coaching avec ma cliente. Parce que une séance de coaching, ça demande une présence cognitive et émotionnelle pleine et entière. Ça nécessite que je sois reposée et que j'ai les ressources émotionnelles, énergétiques et cognitives pour pouvoir créer de la place pour la personne que j'ai en face de moi, pour pouvoir l'écouter pleinement et pour pouvoir la coacher et la guider pleinement pendant cette séance. On en arrive à notre 8e façon de faire de la place pour le repos et c'est une technique que j'ai découvert assez récemment et que je trouve vraiment incroyable. Ça s'appelle en anglais la power nap ou la sieste binaurale en français. Alors, c'est du repos physique.
parce qu'on va être sur une forme de sommeil. C'est une façon de faire la sieste en fait, et c'est vraiment bluffant. Je vous mettrai un lien en description de cet épisode, mais il y a tout un tas de vidéos sur YouTube où vous pouvez choisir la durée des vidéos en fonction du temps dont vous disposez et dont vous avez besoin en fonction de votre niveau de fatigue. Et le processus est tout simple. En fait, on met des écouteurs et on a un son qui est diffusé pendant la sieste à certaines fréquences qui va permettre à notre cerveau de passer par différents types d'ondes cérébrales et qui va nous permettre justement d'accéder à un stade de sommeil reposant. Et ça a un effet vraiment waouh parce que, par exemple, je fais des siestes de 10-15 minutes et quand je me réveille de ces siestes, de cette power nap, je suis pas du tout fatiguée, je me sens hyper fraîche et dispo et j'ai l'impression de redémarrer une nouvelle journée en fait. Et quand j'ai un moment dans ma journée où je sens que je pique du nez, où je sens que je suis fatiguée, ou que je sens que mon cerveau avance à 2 à l'heure, je fais une pause, je fais cette petite sieste binaurale, je me réveille de cette mini-sieste, je me sens hyper reposée, hyper dispo, avec cette impression d'avoir retrouvé des ressources émotionnelles, énergétiques et cognitives. Et vraiment, parfois, il suffit de 10 minutes pour un gain de productivité sur le reste de la journée qui est phénoménal. 9e façon de faire de la place pour le repos, c'est de vous créer une boîte à repos. En fait, souvent, ce qui se passe, c'est quand on s'est créé du temps, voilà, on a programmé notre temps, on s'est dit, je vais prendre du temps intentionnel pour le repos, sauf que le moment arrive, ok, j'ai 30 minutes devant moi, mais je sais pas trop quoi faire. Je me sens pas particulièrement fatiguée, j'ai pas envie de faire une sieste, pas le temps de sortir, pas envie de méditer non plus, je fais quoi? Et ce que j'ai envie de vous proposer, c'est justement de vous faire une liste d'activités qui vous font du bien, qui vous font plaisir, mais que vous prenez généralement pas le temps de faire. De faire cette liste, de l'écrire sur des petits morceaux de papier, et ces petits morceaux de papier, de les mettre dans une boîte. Cette boîte, c'est votre boîte à repos, et donc quand vous avez du temps devant vous, vous pouvez aller piocher un petit papier avec une idée d'activité à faire. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé un code couleur en fonction du temps dont je dispose. Donc j'ai les activités qui vont me prendre moins de 15 minutes, moins de 30 minutes, moins d'une heure. Et ces activités, ça peut être lire un livre, avancer sur une formation que j'ai commencée mais que j'ai pas pris le temps de terminer. Ça peut être aussi prendre un moment pour soi. Ça peut être appeler un ami ou quelqu'un de notre famille. La liste est illimitée. Et cette boîte à repos, elle est vraiment géniale parce que ça nous sort du schéma où j'ai 15 minutes devant moi, mais je sais pas comment les utiliser. Donc au final, je passe 10 minutes à décider de ce que je vais faire de mes 15 minutes. Pour mettre à profit au maximum ce temps de repos, je peux piocher une idée dans ma boîte à idées. Vous pouvez mettre un code couleur, moi je l'ai mis en fonction du temps, mais vous pouvez le mettre en fonction de si c'est des activités seules ou en famille ou en couple, en fonction de vos envies. Et enfin, on en arrive au dernier conseil, c'est de garder du temps pour le rien. Alors, cette façon-là de se reposer, elle peut paraître particulièrement challengeante, particulièrement difficile, parce que on vit nos vies à 100 à l'heure. Notre vie qui est drivée par notre to-do list, on a notre cerveau qui est entraîné à passer d'une tâche à l'autre. Et souvent, on n'a même pas fini une tâche, qu'on est déjà en train de penser à la suivante et de se projeter dans la tâche suivante. Prendre ce temps, se donner l'opportunité de ne rien faire, ça peut être s'asseoir, avec rien à faire, rien à accomplir, aucune case à cocher dans la to-do list, personne à appeler, rien à écouter, pas de livre à lire, pas de téléphone portable. Prendre ces quelques minutes de rien, ça peut être vraiment hyper rafraîchissant et ça peut vraiment nous offrir un moment de réinitialisation mentale et émotionnelle. La première fois qu'on essaie, je vous assure que c'est bizarre parce qu'on n'a pas l'habitude d'être assis comme ça, à regarder par la fenêtre ou à regarder par terre et à ne rien faire. Et c'est assez déroutant, c'est assez dérangeant les premiers instants, parce que c'est nouveau. Et comme tout ce qui est nouveau, c'est inconfortable pour le cerveau. Et quand on l'a fait plusieurs fois et qu'on en a fait une habitude, et que ça fait partie de notre quotidien, de juste s'asseoir et de laisser notre esprit vagabonder, on va pas essayer de méditer, de contrôler sa respiration, de faire quoi que ce soit. Non, juste vraiment l'idée c'est d'être présent à soi-même. Et au début, comme je vous disais, ça va être difficile parce que nos cerveaux sont entraînés à la distraction, ils sont habitués à l'occupation, ils sont habitués à la consommation d'informations en permanence. Et en fait, on n'a tellement pas l'habitude de s'arrêter que ça peut nous sembler hyper difficile au début. C'est vraiment juste créer cet espace de déconnexion et s'offrir l'occasion de faire une pause et de se régénérer, de se ressourcer. Ça va nous permettre de nous créer de l'espace mental, de nous créer de l'espace émotionnel. Et c'est vraiment hyper ressourçant. Et on en a parlé un petit peu plus tôt, ce temps de rien, ça peut être par exemple juste simplement le temps que vous passez aux toilettes ou dans la salle de bain quand vous vous lavez les dents. Mais l'idée c'est de ne pas combler systématiquement tous nos moments de vie avec d'autres activités que les activités premières qu'on est censé faire. Et juste être
avec soi-même pendant quelques minutes chaque jour. Sortir de cet état d'esprit que si je ne suis pas en train d'occuper chaque minute de ma vie, je perds mon temps. Mais quand on prend ces moments de vide, ces moments de rien, on n'est pas en train de perdre du temps. On est en train de passer du temps avec la personne qui compte le plus au monde, nous-mêmes. Ok, donc si on résume les 10 façons de faire de la place pour le repos dans son quotidien, premièrement, c'est de se donner la permission de se reposer et donc changer son mindset, changer sa façon de considérer le repos. Deuxièmement, c'est de planifier ces temps de repos avant tout le reste dans notre journée pour pouvoir préserver ces temps de repos. Troisièmement, c'est de profiter du matin, profiter du démarrage de la journée, se ressourcer, recharger toutes nos batteries de toutes les manières possibles. Quatrièmement, sortir, profiter d'un moment à l'extérieur, profiter d'un moment au grand air. Cinquièmement, faire de la place pour le fun, pour le jeu, pour l'amusement dans nos activités quotidiennes, que ce soit nos activités pro ou perso. Sixièmement, déconnecter. Alors en vacances, le week-end, quelques heures, quelques minutes par jour, se couper des technologies, des téléphones, d'internet, etc. Septièmement, faire de la place pour des moments de reconnexion à soi via la respiration, la méditation ou la prière. Huitième façon de faire de la place pour le repos, c'est de tester les power naps ou les siestes binaurales. Neuvième astuce, c'est de créer votre boîte à repos en y mettant toutes vos idées d'activités que vous pouvez faire, que vous pouvez utiliser dans vos moments dédiés au repos. Et dixième façon de créer de la place pour le repos, c'est de prendre du temps pour ne rien faire. Si vous êtes en vacances, vous pouvez essayer de mettre en place tout ou partie de ces conseils pour maximiser votre repos pendant vos vacances. Mais l'idée, c'est aussi et surtout que vous puissiez vous inspirer de ces conseils pour les intégrer à votre rythme quotidien dans votre vie de tous les jours. Si vous sentez que vous avez besoin d'un coup de pouce pour la mise en place de ces changements, je peux vous aider à mettre en place ces changements et vous apprendre à penser différemment votre repos. Et ensemble, on peut faire votre ménage de ménage, comme le processus que je vous expliquais dans le premier épisode du podcast. On peut aller explorer votre système de croyances sur le repos, la façon dont vous pensez le repos, la productivité, l'activité, etc. Regardez toutes les émotions, tous les comportements que vous avez par rapport à cette thématique-là et les résultats que ça implique dans votre vie. On peut s'employer à désencombrer tout ça, enlever ce qui vous sert pas, ce qui vous bloque, ce qui vous empêche d'avancer, ce qui vous empêche de vous sentir sereine et en confiance au quotidien. Si vous avez envie qu'on en discute, je propose des sessions bilan gratuites. C'est une conversation d'1 heure avec moi pendant laquelle on crée de l'espace pour l'exploration. On dresse la vision de ce que vous souhaitez dans votre vie, on découvre pourquoi vous n'avez pas encore atteint vos objectifs, ce qui vous bloque et ce qui vous empêche d'avancer, puis on prend le temps d'établir des pistes qui vous permettront de vous mettre en mouvement vers la vie que vous avez envie d'avoir. Donc si vous avez envie de changement, si vous avez envie d'avancer, vous pouvez faire dès maintenant le premier pas en réservant une de ces sessions bilan. Je vous mettrai le lien en description de cet épisode de podcast si ce sujet vous intéresse. Podcast et moi, on va faire une petite pause, on va prendre du repos, on va se déconnecter pendant quelques semaines. Donc on se retrouve à la rentrée, on se retrouve dès le 30 août avec une série d'épisodes où je vais vous proposer un atelier pour la rentrée, pour repartir du bon pied, pour rentrer du bon pied. Un atelier sur quelques jours, l'idée ce sera de réinitialiser son année, évaluer où on en est dans nos objectifs, définir nos intentions pour la fin d'année 2022 et préparer 2023 et établir un plan concret pour passer une fin d'année au top. C'est la fin de cet épisode. Si vous entendez ce message, c'est que vous êtes resté jusqu'au bout et pour ça, je vous remercie du fond du cœur. Si cet épisode vous a plu, plusieurs options pour soutenir le podcast. Vous pouvez laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Vous pouvez partager cet épisode, le podcast, autour de vous à toutes les personnes à qui il pourrait être utile. Vous pouvez aussi vous abonner au podcast sur la plateforme d'écoute de votre choix et vous serez notifié des nouveaux épisodes chaque semaine. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, je vous mettrai tous les liens en description de cet épisode. Vous retrouverez sur le site internet wonderfulmaman.com les notes de l'épisode avec des liens vers les ressources dont je vous ai parlé. Vous pourrez aussi réagir, poser vos questions dans les commentaires et je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. Et si ce que vous avez entendu ici vous a plu, rejoignez la newsletter de Boostez-vous. Vous y retrouverez mes meilleures astuces, mes conseils, des coups de boost et plein de contenus exclusifs. Vous aurez aussi accès à plusieurs cadeaux de bienvenue, mais je ne vous en dis pas plus pour ne pas gâcher la surprise. Donc on se retrouve à la rentrée, on se retrouve dès le 30 août. D'ici là, je vous souhaite de bonnes vacances et beaucoup de repos. Bisous!